En Argentine, Benetton a racheté près d'1 million d'hectares pour y produire de la laine. La République démocratique du Congo, quant à elle, a cédé 10 millions d'hectares à un trust d'agriculteurs sud-africains pour y cultiver du maïs et du soja. Au départ marginal, ce phénomène d'achat massif de terres agricoles à l'étranger se développe. 10% du sol argentin appartient à des pays tiers. États, industriels, people, tout le monde s'y met à la production alimentaire offshore. Acheter des terres arables est devenu un investissement stratégique. La bataille pour les terres a commencé et elle n'est pas sans risque. Le secrétaire général de la FAO, Jacques Diouf, parle de néocolonialisme agraire. Va-t-on vers un dépeçage de certains États? C'est le débat de Parole du Monde. Charles Megbédé, Agrogénération, une entreprise française qui se développe dans l'agriculture en Ukraine. Frédéric Lemaître, je suis rédacteur en chef au Monde et j'ai écrit un livre qui s'appelle Demain la faim chez Grasset. Hubert Cochet, je suis agroéconomiste et professeur à AgroParisTech à Paris et par ailleurs président de l'association Acter, dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles dans le monde. Pour commencer, je vous propose de regarder ce reportage, un sujet d'Élise Menant, sur l'assaut des investisseurs étrangers en Russie. Une moissonneuse-batteuse dernier cri dans un champ de tournesol. Ici pourtant, il y a 3 ans, il n'y avait rien. Nous sommes à 500 km de Moscou, en plein cœur des terres noires, l'une des régions les plus fertiles d'Europe. Comme partout ailleurs dans le pays, l'agriculture a été ici négligée depuis la chute de l'URSS jusqu'à l'arrivée d'un investisseur suédois. Ici, il y a beaucoup de terres libres. En Europe, ok, on peut acheter des fermes, mais le prix est plutôt élevé. Donc d'un point de vue économique et en tant qu'investisseur, en achetant des terres à l'ouest, on ne fait pas le même profit. Ici, on peut acheter beaucoup de terres pour un prix relativement bas. Et Black Earth Farming n'est pas la seule entreprise étrangère à investir en Russie. Depuis 3 ou 4 ans, les 170 millions d'hectares de terres agricoles du pays attisent les convoitises. L'un des déclencheurs de cette tendance a été l'augmentation des prix des produits agricoles sur le marché. Cela a incité les investisseurs à s'intéresser à ces marchandises, alors qu'avant, ils investissaient plutôt dans le pétrole, le métal, le gaz. Tournesol, blé, orge. En 3 ans, l'entreprise suédoise a acheté plus de 300 000 hectares de terre en Russie. Pour conserver le blé, Black Earth Farming construit aujourd'hui des silos qui coûtent chacun plusieurs dizaines de milliers de dollars. Alors voilà un exemple en Russie. Charles Belbédé, vous êtes devenu l'un des plus importants agriculteurs d'Ukraine. Pourquoi vous louez 22 000 hectares en Ukraine et pas dans la Beauce en France? Alors c'est très simple en fait. En tant que PDG de Poeo, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait sur les biocarburants il y a 4 ans. Et je me suis rendu compte que, en fait, la vraie valeur ajoutée était dans la production agricole. Et puis, ensuite, on s'est dit, où est-ce qu'on pourrait aller produire des céréales, finalement? Et on a été au Brésil, on a été autour de la mer Noire, et puis on a décidé de s'établir en Ukraine, où on peut reprendre des fermes qui sont un peu en désuétude. Les fermes là-bas, c'est 6 000 hectares chaque. Donc c'est là que c'était le moins cher? Et c'était là, en fait, où il y avait un vrai besoin. Et qu'on a pu faire un partenariat avec les propriétaires de ces terres, qui sont les anciens kolkhosiens, en fait, des anciens kolkhozes de l'URSS. Et donc qui exploite les terres pour vous ? Et donc c'est nous reprenons donc les sociétés exploitantes, nous les rachetons en fait, et puis ensuite on investit en matériel, on investit en intrants, donc c'est-à-dire en semences, en engrais. Et on essaye de faire de l'agriculture raisonnée. Et donc, depuis que nous avons commencé à produire là-bas, comme nous avons repris ces fermes, elles produisaient 10 000 tonnes de céréales par an et maintenant on est à 60 000 tonnes. Donc, et la main-d'œuvre, elle est locale ou elle... Et la main-d'œuvre est locale, absolument. Là, on a 35 personnes par ferme, donc 3 fermes de 6-7 000 hectares. Donc ça fait, le groupe, c'est 130 personnes en tout. Et bien sûr, alors ce que j'ai oublié de dire, puisque j'ai commencé par les biocarburants, on s'est rendu compte, et on a le droit de changer d'avis, que effectivement, finalement, faire des biocarburants à base de céréales, c'est pas forcément quelque chose de très intelligent en termes de bilan carbone pour le moment. Et donc notre production va exclusivement à la demande alimentaire. Alors, Frédéric Lemaître, est-ce que la conjonction des crises alimentaires et financières a transformé les terres en or? En tout cas, elle a transformé les terres en une valeur d'investissement majeure. En or, on verra.
Il y a des investissements comme celui de M. Medvedev qui sont rentables, d'autres qui le paraissent moins selon les pays. Dire investir en Ukraine, c'est pas la même chose qu'investir au Brésil, c'est pas la même chose qu'investir en Afrique. Le régime juridique, économique, légal n'est pas le même. Donc on n'est pas tout à fait dans la même logique. Alors, on appelle ça de façon un peu négative le land grabbing, l'accaparement de terres. Quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui ? Alors, je serais bien incapable de répondre à votre question. Nul doute que l'ampleur est exceptionnelle et nouvelle, mais bien malin serait celui qui serait capable de mesurer ce processus avec des chiffres vraiment fiables. Pour une raison simple, c'est que l'essentiel, pas tous, mais l'essentiel de ces investissements réalisés offshore sont faits dans l'opacité la plus totale et qu'il est extrêmement difficile de vérifier les chiffres. En tout cas, l'ampleur est considérable. Les terres qui sont recherchées par les investisseurs en général, ça se chiffre au minimum en milliers d'hectares, M. Medvedev vient de le confirmer, mais plutôt en dizaines, voire centaines de milliers d'hectares d'un seul tenant. Ce sont donc des chiffres considérables. Et qui sont les acheteurs ? Essentiellement les pays pétroliers, qui ont peu de ressources agricoles, mais beaucoup de ressources en liquidité, et qui vont essayer de garantir l'approvisionnement futur de leur population offshore en investissant dans des terres agricoles en dehors de leur pays. C'est mieux que d'importer des produits alimentaires. En tout cas, c'est la preuve que ces gouvernements ne font plus confiance au marché pour importer les céréales dont leurs populations ont besoin, puisqu'ils souhaitent produire eux-mêmes offshore. Donc c'est le cas des pays du Golfe, c'est le cas de la Libye par exemple. Une deuxième catégorie d'États serait de très grands pays comme la Chine et l'Inde, qui ont peu de surface agricole par habitant et qui essayent là aussi de sécuriser leur double approvisionnement, production alimentaire d'une part, agrocarburants de l'autre. Maintenant, il y a aussi toute une série d'investisseurs privés qui effectivement ont souhaité diversifier leur portefeuille d'activité. Très souvent, c'était des investisseurs peu engagés dans la production agricole et qui, notamment à l'occasion de l'envolée des prix agricoles de 2007 et 2008, ont souhaité diversifier leur portefeuille d'activité en investissant massivement dans l'agriculture. Y compris des fonds de pension. Absolument, mais cette fois-ci avec un objectif de rentabilité financière. Et ça, c'est un placement sûr. Sûr, ça va dépendre, je pense, des conditions et des régions du monde, parce que je crois qu'on aurait tort de globaliser. Pour reprendre l'exemple de l'Ukraine, je pense que les conditions sont particulièrement favorables dans un pays comme l'Ukraine pour ce genre d'investissement. Et je dirais que, vous me contredirez si je me trompe, il y a 3 avantages comparatifs considérables que présente l'Ukraine pour des investisseurs, notamment européens. C'est un accès au foncier peu cher et relativement sûr, même si c'est par la location. Peu cher, il faut savoir que la location là-bas, c'est 2 ou 3 fois moins cher que dans le bassin parisien, par exemple, au minimum. Deuxième avantage comparatif, des structures agricoles héritées de l'époque soviétique particulièrement favorables à la motorisation, vous voyez, au passage de grosses machines, donc pas d'investissement nécessaire pour l'aménagement des terres. Troisième facteur très favorable, c'est une main-d'œuvre qualifiée, très peu chère, 10 fois moins chère que dans le bassin parisien. Et les terres, parce qu'au Brésil, par exemple, il y a beaucoup d'investissements de la même chose au Brésil, parce que les terres ont un rendement énorme, jusqu'à 3 récoltes par an. C'est la même chose. Plusieurs récoltes par an, effectivement. Mais là, du coup, les terres sont très chères. Il faut les acheter. On ne peut pas louer de terres. Il y a déjà beaucoup de monde. Donc, on a préféré aller en Ukraine. En Ukraine, le rendement est inférieur. Le pourtour de la mer Noire est très intéressant. Le rendement est inférieur. Mais comme les investissements sont moins élevés, la rentabilité est intéressante. Et alors, les vendeurs, les États qui vendent, est-ce que les autorités sont consentantes en général, sont contentes de faire ces transactions ou qui louent? Alors, la question est délicate parce que je dirais que ça va dépendre un petit peu des systèmes juridiques qui prédominent dans telle ou telle région du monde. Globalement, effectivement, on peut distinguer, je dirais, 3 types de situations. La première, c'est les régions du monde où on a un régime de propriété privée déjà largement développé